Le jour de mes 20 ans, mes parents ont vendu toute ma collection d'outils inestimables pour financer les études de mon frère. Quand j'ai dit à mon père qu'il avait vendu mon avenir, il m'a répondu « Tu vis sous mon toit ». Alors, je suis parti cette nuit-là sans un mot. Ce matin, mon père a fait irruption dans le jardin pour trouver l'atelier que j'avais construit complètement vide. Et maintenant, il réalise qu'il vient de faire la plus grosse erreur de sa vie. C'est là que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer la suite. Assurez-vous d'être abonné pour la voir jusqu'à la fin. Nous sommes toujours curieux. D'où regardez-vous tous aujourd'hui? Faites-le nous savoir dans les commentaires. La journée avait commencé par un mal de tête sourd et lancinant, un compagnon familier après une semaine de travail de 60 heures. C'était mon 20e anniversaire, mais nous avions reporté toute célébration. Mon frère aîné, Miles, avait un examen important, et mon père, Arthur, insistait pour que nous ne le distrayions pas. Cela ne me dérangeait pas. Tout ce que je voulais, c'était une soirée tranquille, une tasse de thé et quelques heures de paix dans mon atelier. Mon atelier était mon sanctuaire. Ce n'était pas seulement le hangar poussiéreux et couvert de toiles d'araignée qui accompagnait la maison. C'était une salle blanche entièrement isolée et à humidité contrôlée que j'avais construite moi-même, planche par planche, au cours des 3 dernières années. C'est là que j'ai cessé d'être une déception et que j'ai commencé à être luthier. C'est là que j'ai construit des choses qui pouvaient chanter. J'ai poussé la porte, m'attendant au parfum familier et doux du palissandre et de l'épicéa. Au lieu de cela, j'ai été accueilli par le silence et une légère odeur de sueur. La pièce était vide. Ma respiration s'est coupée. Non, ai-je murmuré, en allumant la lumière au plafond. C'était un bourdonnement fluorescent stérile au-dessus d'un espace vacant. Mon établi de fabrication allemande avait disparu. Mon armoire à humidité avait disparu. Mon mur à panneaux perforés dépouillé à nu. Et les outils. Mon Dieu, les outils. Mes ciseaux japonais frottés à la main. Mes gabarits de toupie spécialisés. Les wastringues irremplaçables de mon grand-père des années 1950. Tout avait disparu. Tout l'espace avait été nettoyé à fond. Une sensation froide et nauséeuse m'a envahi, bien pire que le mal de tête. J'ai couru dans la maison, mes bottes résonnant sur le plancher de bois franc. Mes parents, Arthur et Brenda, et mon frère, Miles, étaient assis à la table à manger, riant de quelque chose sur l'ordinateur portable de Miles. Où sont mes outils? Le rire a cessé. Mon père, Arthur, a levé les yeux, son expression indifférente. Il s'essuya méticuleusement la bouche avec une serviette. Ah, Mia, bien. Nous nous demandions quand tu le remarquerais. Remarquer? Ma voix tremblait. Le hangar est vide. Où est mon atelier? Où est tout? Ma mère, Brenda, s'agitait, refusant de croiser mon regard. Elle se contentait de tirer sur un fil lâche sur le set de table. Miles, toujours l'enfant chéri, soupira avec une irritation dramatique, comme si j'avais interrompu son émission de télévision préférée. Nous l'avons vendu, a dit Arthur, sa voix aussi plate et pratique que les demandes d'assurance qu'il traitait chaque jour. Nous avons obtenu un prix fantastique pour le lot. Tout est allé à un collectionneur cet après-midi. Je n'arrivais pas à comprendre les mots. Vous l'avez vendu. Tout. Mon établi. Les outils de mon grand-père. Ne fais pas de cinéma, Mia, dit Arthur en prenant une gorgée d'eau. Ce ne sont que des outils. Tu n'en as pas besoin en ce moment. Tout était pour le fonds familial. La dernière année d'études de droit de Miles coûte plus cher que prévu, et c'était un moyen logique de combler le fossé. Le fonds familial, un compte bancaire mythique qui, de toute son existence, n'avait jamais financé qu'une seule personne, Miles. Mes chèques d'emploi à temps partiel, mes économies, et maintenant apparemment tout mon avenir. Tout est allé au fonds familial. Tu as vendu mon avenir, ai-je murmuré, la réalité de la chose me brisant la poitrine. Ce n'était pas que des outils. C'était ma carrière. C'était mon apprentissage. Certains d'entre eux étaient uniques. Ils appartenaient à grand-père. Le visage d'Arthur s'est durci. C'était la partie qu'il aimait, la partie où il pouvait être le patriarche. Ton hobby ne paie pas les factures. Mia, la carrière de Miles le fera. Tu as 20 ans. Tu peux en avoir de nouveaux. Tu fais partie de cette famille et tu vas contribuer. Contribuer? Je criais maintenant, les larmes de choc se transformant en chaleur avec la rage.
Je contribue. Je travaille 40 heures par semaine à l'atelier et 20 autres au restaurant pour payer ces outils. Vous n'aviez pas le droit. J'ai tous les droits, a-t-il tonné en se levant. Sa chaise a raclé violemment contre le sol. Tu vis sous mon toit. Tu manges ma nourriture. Tout ce que tu penses posséder est sous mon autorité jusqu'à ce que tu sois autonome. Et cette fantaisie de fabrication de guitare n'est pas l'autonomie. Les mots sont restés suspendus dans l'air, froids et définitifs. Ma mère a tressailli mais n'a rien dit. Miles se contentait de faire défiler son téléphone, ignorant ostensiblement la détonation de ma vie. Tu vis sous mon toit. Ce n'était pas une déclaration. C'était une cage. Il avait utilisé cette phrase pour contrôler mes choix, mon temps et mon argent pendant des années. Il me considérait comme un investissement raté parce que j'avais choisi un métier spécialisé plutôt qu'un diplôme de 4 ans qu'il ne pouvait de toute façon pas se permettre. Il voyait ma passion comme un passif. J'ai regardé son visage satisfait et suffisant. J'ai regardé l'ignorance délibérée de ma mère. J'ai regardé l'indifférence profonde de mon frère. Et dans ce seul et terrible moment, quelque chose à l'intérieur de moi ne s'est pas seulement brisé, il s'est durci. Il est passé d'un chagrin en fusion à un acier froid et tranchant. D'accord, ai-je dit. Ma voix était soudainement calme, si calme qu'elle m'a surprise moi-même. Arthur a cligné des yeux, s'attendant à plus de cris. D'accord, bien. Je suis content que tu finisses par voir la raison. Il se rassit, reprenant sa fourchette. Maintenant, ta mère a fait des lasagnes. Assieds-toi et mange. Nous pouvons parler de t'acheter de nouveaux outils de base au magasin de bricolage la semaine prochaine. Je n'ai pas bougé. Je l'ai juste regardé. Il avait vendu mon passé et mon avenir pour quelques milliers de dollars afin de financer son fils parfait. Il pensait qu'il avait tout pris. Il pensait qu'il avait gagné. Mais il avait oublié une chose cruciale. Non, merci, ai-je dit. Je n'ai pas faim. Je me suis retourné, je suis monté dans ma chambre et j'ai fermé la porte à clé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai sorti le sac de sport de sous mon lit. Je ne le savais pas encore, mais mon père venait de me donner la clé de ma propre cage. La trahison était si totale, si absolue, qu'elle en était presque clarifiante. C'était pire que n'importe quelle dispute, pire que n'importe quelle punition. C'était un rejet fondamental de qui j'étais, et ce serait le dernier que j'accepterais. La première heure dans ma chambre a été un vide. Le choc était si profond que mon corps s'est engourdi, un mécanisme de défense contre l'ampleur de la violation. Je me suis assise sur le bord de mon lit, mon sac de sport à mes pieds, et j'ai juste regardé. J'ai vu le bureau en aggloméré bon marché que mon père m'avait forcé à garder, les murs bleu pâle que ma mère avait choisis. Cette chambre n'avait jamais vraiment été la mienne. C'était juste une cellule de détention, un endroit où j'étais autorisé à dormir pendant que ma vraie vie existait dans le hangar. Et ils l'avaient vendu. Ils avaient invité un étranger dans mon espace, mon monde privé sacré, et l'avaient laissé emporter ma vie pièce par pièce pendant que j'étais au travail. Ils avaient vendu les outils de mon grand-père, ceux qu'il avait mis dans mes mains quand j'avais 10 ans, ses doigts calleux guidant les miens sur la douce courbe du corps d'un violon. Ils avaient vendu la jauge de température personnalisée que j'avais économisée pendant 6 mois pour acheter. Ils avaient vendu mon rêve pour le prix d'une voiture d'occasion. Mon téléphone a vibré sur la table de chevet. C'était Miles. Je l'ai ignoré. Il a vibré à nouveau. Un texto. Miles, papa est en colère. Descends juste t'excuser pour qu'on puisse passer une soirée normale. Tu gâches ton propre anniversaire. Gâché? J'ai failli rire. C'était un son froid et tranchant dans la pièce silencieuse. Mon anniversaire. Ils avaient fait ça le jour de mon anniversaire. La cruauté de la chose était presque artistique. Un léger coup a retenti à la porte. Mia, chérie, s'il te plaît, ouvre la porte. La voix de ma mère, douce, suppliante et complètement inutile. Va-t'en, maman. Ne sois pas comme ça, dit-elle d'une voix doucereuse. Ton père, il essaie juste de faire ce qu'il y a de mieux pour la famille. Tu sais la pression qu'il subit avec les frais de scolarité de Miles. Il ne voulait pas te contrarier. Il ne voulait pas? Je me suis levé, les mains serrées. Il a vendu des milliers de dollars de ma propriété sans ma permission. Ce n'est pas me contrarier, maman. C'est du vol. Oh, n'utilise pas ce mot,
a-t-elle sifflé, sa voix soudainement tranchante. C'est un mot terrible, les, Mia. Nous sommes une famille. C'est tout l'argent de la famille. Tu comprendras quand tu seras plus âgé. Maintenant, s'il te plaît, sors. Tu fais une scène, et Miles a besoin d'étudier. Miles. C'était toujours Miles. Miles, l'étudiant en droit de 23 ans, le garçon doré, celui autour duquel toute l'orbite de notre famille était construite. Son avenir était celui qui comptait. Ses besoins étaient les seuls qui étaient réels. Mon avenir, celui que je construisais de mes propres mains, celui dans lequel je réussissais déjà, n'était qu'une fantaisie parce qu'il impliquait de la sciure de bois et des callosités au lieu de salles d'audience et de porte-documents. Je ne sortirai pas, ai-je dit d'une voix plate. Un long soupir frustré est venu de l'autre côté de la porte. Très bien, dit-elle d'un ton martyrisé. Reste là et boude, mais tu ne fais que te faire du mal. Ton père est un homme pratique, Mia. Tu sais qu'il a fait ce qu'il fallait faire. Les pas se sont éloignés. J'étais de nouveau seul. J'ai regardé mon téléphone. Un nouveau texto de Miles. Miles, peu importe. Si tu vas faire ton bébé, je vais à la bibliothèque. Ne gâche pas plus l'humeur de papa que tu ne l'as déjà fait. J'ai besoin qu'il co-signe un nouveau prêt. Mon sang s'est glacé. Un nouveau prêt. La vente de mes outils n'était donc même pas suffisante. Ce n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan. Ils avaient brûlé mon avenir pour faire du feu, et ils cherchaient déjà la prochaine forêt à défricher. Je me suis levé et j'ai commencé à faire mes valises, non pas avec la panique frénétique d'une évasion, mais avec la précision méthodique d'une démolition planifiée. J'ai emballé mes vêtements, mes articles de toilette, les quelques livres que je possédais et la petite boîte en fer blanc qui contenait mon acte de naissance et mon passeport. Mon père, Arthur, était un homme pratique. Ma mère, Brenda, était son complice. Mon frère, Miles, était le trou noir qu'il nourrissait. Ils étaient un système fermé, et j'étais la seule pièce mobile qu'il pouvait liquider. Arthur croyait qu'il avait tout pris de valeur. Il avait vendu mes outils, mes établis, mes machines. Dans son esprit, l'affaire était close. Il avait converti un hobby en espèce et résolu son problème. Mais alors que je fermais le sac de sport, un sourire lent et froid a touché mes lèvres. Mon père, l'expert pratique en sinistre, était un expert dans l'évaluation de la valeur des choses qu'il pouvait voir, une voiture, une maison, une boîte à outils. Il voyait le monde en signes de dollars et en dépréciation. Mais c'était un amateur. Il était négligent. Il était entré dans mon atelier, avait pris les choses évidentes et brillantes, et n'avait pas regardé plus loin. Il avait laissé derrière lui les choses les plus précieuses. Ils avaient vendu les outils, oui, mais ils avaient oublié le bois. Ils avaient oublié les énormes piles de bois de résonance rares et soigneusement sélectionnées que je gardais cachées dans une armoire à faux fond sous les planches de plancher que j'avais installées. Ils ne connaissaient pas la différence entre une planche de pin et une planche de palissandre brésilien de qualité supérieure de 50 ans. Ils ne savaient pas que les chutes que je collectionnais depuis 5 ans valaient plus que tous les outils réunis. Ils avaient oublié ce que j'étais capable de construire, et ils avaient oublié de qui j'avais appris. Ils avaient oublié Patrick. J'ai pris mon téléphone. Ce n'était pas mon frère ou ma mère que j'allais appeler. J'ai composé le numéro de mon mentor, l'homme qui était plus un père pour moi qu'Arthur ne l'avait jamais été. Patrick, ai-je dit, ma voix stable. J'ai besoin de ton aide, et j'ai besoin de ton camion. Mon père vient de vendre mes outils. Il y a eu une pause, puis une voix basse et dangereuse à l'autre bout du fil. Il a fait quoi? J'arrive. Mon père, Arthur, disait toujours qu'il respectait le travail acharné, mais ce qu'il voulait dire, c'était un chèque de paie. Il comprenait. Ma passion pour la lutherie était, à ses yeux, une perte de temps fantaisiste. Tu as des échardes, disait-il. J'ai des primes trimestrielles. Tu vois la différence? Il était expert en sinistre, un homme qui passait ses journées à attribuer des valeurs en dollars aux tragédies des autres. Il était pratique au point d'être cruel, et il ne voyait aucun retour sur investissement dans le métier que j'avais choisi. Mon frère, Miles, était le contraire. Il était le cheval de course primé d'Arthur. Miles avait 23 ans, était inscrit dans une prestigieuse école de droit et possédait un charme naturel qui donnait aux gens envie de lui donner des choses. Le fonds familial a été créé le jour où il a reçu sa lettre d'acceptation. À partir de ce moment,
toute la gravité financière de la famille s'est déplacée pour graviter autour de lui. Ma mère, Brenda, a accepté du travail administratif supplémentaire à domicile, ses doigts volant sur un clavier pour payer ses manuels. Mon père a annulé ses voyages de pêche et retardé les réparations de la maison, tout cela pour s'assurer que les frais de scolarité de Miles étaient payés à temps. Et moi, j'étais la source de revenus secondaires de la famille. Mon parcours dans la lutherie n'avait pas été un hobby. C'était un héritage. Mon grand-père, le père de ma mère, avait été luthier dans son pays d'origine. C'était un homme calme et méticuleux qui sentait le vernis et la sciure de bois. Quand j'avais 10 ans, il a placé son plus petit ciseau dans ma main et a dit « Le bois c'est déjà ce qu'il veut être, Mia. Il suffit d'écouter. » Il est décédé 2 ans plus tard, me laissant toute sa caisse à outils. Ils étaient usés par ses mains, tachés par 60 ans de travail. Ils étaient inestimables. Pour mon père, ce n'était que de vieilles babioles dans une boîte. Quand j'ai commencé mon apprentissage avec Patrick, le luthier le plus respecté de l'État, Arthur était déconcerté. « Tu vas être une vendeuse de magasin pour le salaire minimum alors que tu pourrais obtenir un diplôme en commerce ?» Il ne comprenait pas que le salaire minimum n'était que le début. Je travaillais 40 heures par semaine pour Patrick, apprenant l'art. Puis j'allais dans un restaurant et j'en travaillais 20 autres, à servir de la nourriture pour économiser. Chaque dollar allait dans mon avenir. J'ai acheté un tour d'occasion. J'ai économisé pendant 1 an pour avoir une scie à ruban de qualité professionnelle. J'ai passé des mois à construire mon atelier dans le hangar, à l'isoler, à le câbler et à installer un système d'humidité complexe pour protéger les bois délicats. Ma famille n'a rien vu de tout cela. Ils ont juste vu la porte du hangar se fermer. Quand je rentrais épuisée et couverte de sciure de bois, ma mère soupirait. « J'aimerais juste que tu passes plus de temps avec nous, Mia. Ton frère est à la maison pour le week-end. Tu ne peux pas juste être normal pour une nuit. » Normal ? Pour eux. Normal signifiait contribuer au gouffre sans fond de l'ambition de Miles. L'année dernière, quand Miles a eu besoin d'un nouvel ordinateur portable haut de gamme pour ses études intensives, Arthur a suggéré que je vende ma voiture. C'était une vieille berline délabrée, mais c'était ma voiture, celle que j'utilisais pour me rendre à mes 2 emplois. C'est juste pratique, Mia, avait expliqué Arthur comme si j'étais une enfant. Miles en a besoin pour sa carrière. Tu peux prendre le bus. C'est un petit sacrifice pour la famille. Je me suis battu contre lui. Je me suis battu de toutes mes forces, mais Brenda m'a épuisé. S'il te plaît, chérie, ne contrarie pas ton père. C'est juste. C'est juste pour un petit moment. Pense à la fierté que nous ressentirons quand Miles sera avocat. J'ai cédé. J'ai vendu la voiture. Miles a eu son ordinateur portable. J'ai commencé à prendre le bus, ajoutant 2 heures de trajet à mes journées déjà éprouvantes. Et Miles. Il utilisait l'ordinateur portable pour diffuser des matchs de basketball et négocier des actions, ce qu'il apprenait dans un cours facultatif très coûteux. C'était le modèle. Mes sacrifices étaient pratiques. Les droits de Miles étaient des investissements. Maintenant, assise sur mon lit avec mon sac fait, j'ai compris toute la vérité laide. Mon père ne détestait pas seulement mon hobby, il me détestait moi. Il détestait que je construise une vie qui ne tournait pas autour de lui. Il détestait que j'ai une passion qu'il ne pouvait pas quantifier ou contrôler. Et il détestait, surtout, que j'ai quelque chose de valeur qu'il pouvait prendre. Vendre mes outils n'était pas un dernier recours. C'était une démonstration de force. C'était sa façon de me rappeler qu'il était le chef, que mes rêves étaient jetables et que ma seule valeur pratique était d'être une ressource pour son enfant doré. Il avait arraché le cœur de mon monde pour le mettre en gage pour le confort de son fils. Il pensait qu'il me donnait une leçon de pratique. Il pensait qu'il me montrait qui était le patron. Mais tout ce qu'il avait fait, c'était confirmer ce que je soupçonnais depuis longtemps. Dans cette maison, je n'étais pas une fille. J'étais une garantie. Les phares d'un gros camion ont balayé le mur de ma chambre. Patrick était là. J'ai dézippé mon sac, j'ai sorti la petite boîte en fer blanc et j'ai enlevé la clé de ma maison. Je suis descendu. La maison était silencieuse. Mes parents étaient dans le salon, le murmure de la télévision en toile de fond familière. Miles était probablement encore à la bibliothèque, ignorant béatement que son avenir était maintenant financé par le vol du mien. J'ai posé la clé sur le comptoir de la cuisine. À côté, j'ai posé une seule et simple note.
Je ne l'ai pas écrite avec colère. Je l'ai écrite avec la précision froide et claire d'un des ciseaux de mon grand-père. Vous avez vendu mes outils. J'ai gardé mon avenir. Ne me contactez pas. Je suis sorti par la porte arrière, la refermant doucement derrière moi. Je n'ai pas regardé en arrière. Je suis monté dans la cabine du camion de Patrick, l'odeur de sueur de bois et de vieux café un réconfort bienvenu. Il va le regretter, a dit Patrick d'une voix grave. Il a enclenché la vitesse du camion. Je sais, ai-je dit. Allons-y. Nous avons du travail à faire. La rage ne m'a frappé que lorsque nous étions sur l'autoroute. Elle est venue dans une vague soudaine et aveuglante, si intense qu'elle m'a fait trembler. Ce n'était pas la rage chaude et hurlante que j'avais ressentie dans la salle à manger. C'était une furie froide et cristalline. C'était la furie du violé, du trahi. Mais en dessous, quelque chose de nouveau se formait, la détermination. Il n'a pas seulement vendu les outils, Patrick, ai-je dit d'une voix tendue. Il a vendu les établis, la table de toupie que j'ai construite de toutes pièces, le système de ventilation, le déshumidificateur. Il a laissé un étranger démonter ma vie. Patrick serra le volant, ses jointures blanches. C'était un homme d'une soixantaine d'années avec des yeux doux et des mains comme du cuir cicatrisé. C'était un maître, et il avait vu mon potentiel dès le premier jour. Il était devenu le père qu'Arthur n'avait jamais été. C'est un imbécile, Mia, a dit Patrick. Un imbécile destructeur et ignorant, mais il est aussi négligent. Qu'est-ce qu'il a manqué? Tout, ai-je dit, un sourire sinistre touchant mes lèvres. Il a manqué tout ce qui compte. Nous nous sommes arrêtés dans un terrain de location d'équipement ouvert 24 heures sur 24. J'ai besoin d'un camion cube de 16 pieds, a dit Patrick au commis aux yeux endormis, et de 2 chariots lourds et d'un diable. Il a payé en espèces. 1 heure plus tard, nous étions garés à 2 rues de ma maison. Je ne peux pas les laisser voir ton camion, ai-je expliqué. Nous avons besoin de plus que nous deux, a dit Patrick en regardant la maison sombre. C'est beaucoup de poids. Je sais, ai-je dit. J'ai demandé quelques faveurs. À ce moment-là, 2 autres voitures sont arrivées. C'étaient 3 gars de la guilde locale des menuisiers, des amis de Patrick et de moi. Ils étaient grands, compétents et, après avoir entendu une version de 30 secondes de l'histoire, silencieusement furieux. Nous travaillons en silence, ai-je dit en leur tendant à tous des gants. Nous nous garons au coin de la rue. Nous n'utilisons pas la porte d'entrée. Nous passons par le portail arrière, directement au hangar. Nous prenons tout. Pendant les 3 heures suivantes, nous avons opéré comme une équipe fantôme. Nous avons reculé le camion dans l'allée, en coupant le moteur. Nous avons utilisé les chariots pour déplacer les pièces lourdes, nos mouvements étant pratiques et silencieux. D'abord, mes 2 établis industriels restants, ceux qu'Arthur avait manqués parce qu'ils étaient dans la section salle du hangar. Ensuite, ma perceuse à colonne et ma scie à ruban, qui avait été cachée sous une bâche, et ensuite le Grand Prix. Je me suis agenouillé près du mur du fond et j'ai utilisé un pied de biche pour soulever 3 planches du plancher que j'avais installé. En dessous, il y avait un vide sanitaire peu profond, doublé de plomb, parfaitement à humidité contrôlée, et à l'intérieur se trouvait mon trésor. C'était ma collection de bois de résonance. Pour un profane comme mon père, ce n'était qu'une pile de bois. Pour un luthier, c'était un coffre-fort. Il y avait 30 jeux d'épicéa de Sitka de qualité supérieure, âgés de 10 ans. Il y avait de multiples billes d'érable ondées, une douzaine de jeux de palissandre indien et, dans un étui spécial, 3 jeux de palissandre brésilien pré-bannis. Ce bois seul valait plus que les frais de scolarité de Miles. Je l'avais conservé, économisé pour le jour où je serais assez habile pour l'utiliser. Un par un, nous avons fait passer les planches, les manipulant avec plus de soin que la plupart des gens ne manipulent le cristal. Nous les avons chargés dans le camion, les empilant avec un soin professionnel. Nous avons pris les étagères sur lesquelles elles étaient. Nous avons pris les panneaux d'isolation qui restaient. Nous avons repris mon atelier. À 4 heures du matin, le hangar était une coquille vide. Il était exactement comme il l'avait été quand mes parents ont emménagé, une boîte vide et inutile. Nous avons conduit jusqu'à l'atelier de Patrick, une grande et belle grange située à 30 miles de là. Nous avons tout déchargé dans son espace de stockage spacieux et sécurisé. Quand la dernière pièce a été rangée, le soleil commençait tout juste à teinter le ciel de rose. Les gars de la guilde, de vrais héros, ont juste hoché la tête, ont accepté mes remerciements chuchotés et larmoyants, et sont repartis à l'aube.
Patrick a posé une main lourde sur mon épaule. Tu es en sécurité ici, Mia. Il y a un appartement au-dessus de l'atelier. Il est à toi aussi longtemps que tu en auras besoin. Merci, Patrick, ai-je murmuré, l'épuisement et l'adrénaline me rattrapant enfin. Maintenant, a-t-il dit en me tendant une tasse de café chaud d'un thermos, allons trouver tes outils. C'était le piège astucieux. Mon père, Arthur, était un expert en sinistre. Il savait comment liquider, mais il n'était pas un spécialiste. Il ne connaissait pas la communauté des luthiers. C'est un monde petit et soudé. Il n'y a qu'une poignée de concessionnaires dans la région des 3 États qui sauraient même ce que sont ces outils, sans parler d'avoir l'argent pour les acheter. À 8 heures du matin, Patrick et moi étions assis dans son bureau, une liste de numéros de téléphone entre nous. Tu appelles les prêteurs sur gage, a-t-il dit. Demande des outils pour instruments de musique. Je vais appeler les concessionnaires. Je vais commencer par Henderson. Henderson S-Fin Instruments était le concessionnaire le plus grand et le plus réputé de la région. Monsieur Henderson et Patrick avaient une histoire de 30 ans de rivalité amicale et de respect mutuel. J'ai passé 1 heure à ne rien obtenir avec des courtiers en prêt sur gage qui n'avaient aucune idée de ce qu'était une wastringue. Alors que je raccrochais avec un autre gestionnaire confus, j'ai entendu la voix de Patrick dans l'autre pièce, son ton soudainement de fer. Il a dit, quoi, John? Il a dit que sa fille avait abandonné le hobby? Oui, c'est elle. Non, elle est juste là. C'est mon apprenti. Il t'a dit qu'ils étaient à lui pour les vendre? Je vois, John. Cet homme ne t'a pas seulement vendu les outils de sa fille. Il t'a vendu des biens volés. La collection de son grand-père était dans ce lot. Ils sont irremplaçables. Il y a eu une longue pause. J'ai retenu mon souffle. Je comprends ta position, a dit Patrick d'une voix froide. Et tu comprends la mienne. Cet homme Arthur a commis une fraude. Il t'a fraudé et il a volé mon apprenti. Non, je ne veux pas que tu appelles la police. Pas encore. J'ai une meilleure idée. Dis-moi, John, quand vient-il signer les papiers de consignation définitifs? La matinée a explosé. J'étais dans l'appartement au-dessus de l'atelier de Patrick, qui devenait rapidement ma nouvelle maison. C'était petit, mais tout l'endroit sentait le bois vieilli et le vernis, un parfum qui semblait plus sûr que n'importe quel endroit où j'avais vécu. Mon téléphone, que j'avais laissé en mode silencieux, était allumé comme un arbre de Noël. 15 appels manqués de maman. 8 d'Arthur. Un flot de textos de plus en plus hystérique de Miles. Miles 7h30, où es-tu? Maman a une crise de panique. Miles 7h45, sérieusement, Mia, ce n'est pas drôle. Papa vient d'aller au hangar. Il appelle la police. Tu ferais mieux de revenir ici et de rendre ses affaires. Miles 7h46, ses affaires et Mia c'est du vol. Miles 8h15, maman est en larmes. Tu l'as vraiment fait cette fois-ci. Tu es la personne la plus égoïste que j'ai jamais rencontrée. Papa est en train de se rendre à ton petit atelier pour parler à ton patron. Le dernier a glacé mon sang. J'ai couru en bas. Patrick, mon père est en route ici. Patrick était au téléphone, avec un air sombre sur le visage. Il leva une main, me faisant taire. John, il est en route vers mon atelier, là, tout de suite. Il pense que Mia est ici. Parfait. Qu'il vienne. Ça nous évite un déplacement. Non, reste où tu es. Je vais m'en occuper. Il raccrocha et me regarda. John Henderson est en chemin. Il n'est pas content. Il semblerait que ton père lui ait non seulement vendu tes outils, mais aussi ma ponceuse Festal que tu avais empruntée. Il a commis une fraude contre un homme qui achète et vend des entreprises pour gagner sa vie. Ton père est spectaculaire à ce moment précis, une voiture s'arrêta en crissant dans l'allée de gravier. La berline grise de mon père. Arthur sortit de la voiture en trombe, le visage déformé par une rage violette. Il marcha vers l'atelier, me vit debout dans l'embrasure de la porte et pointa un doigt. Toi, rugit-il. Tu crois que c'est une blague? Tu crois que tu peux me voler? Je vais porter plainte, Mia. Tu as vidé mon cabanon. C'est du vol de mes biens. Patrick sortit de derrière moi, s'essuyant les mains sur un chiffon. Il était une bonne tête plus grand que mon père et bâti comme les chaînes qu'il travaillait. Arthur, je présume, dit Patrick, sa voix un grondement calme et profond. Mon père hésita,
sa bravade se réduisant face à cet imposant étranger. « Qui êtes-vous » ? « Je suis Patrick, dit-il. Le mentor de Mia. Et vous êtes sur ma propriété, en train de crier sur mon apprenti. Vous devez baisser le ton. Je ne le ferai pas, bredouilla Arthur, reprenant une fraction de son courage. Elle a volé mon bois, mes établis. Je suis ici pour les récupérer. Votre bois, demandai-je, avançant. Ma voix était glaciale. Vous voulez dire les ensembles de palissandres brésiliens vieux de 50 ans ou l'épicéa de Sitka de qualité supérieure. Dites-moi, papa, qu'est-ce que vous comptiez en faire exactement? Construire une cabane à oiseaux. Le visage d'Arthur devint inexpressif. Il n'avait aucune idée de ce dont je parlais. C'est du bois. C'était dans mon cabanon. C'était dans mon atelier. Celui que j'ai construit avec mon propre argent, le bois que j'ai acheté avec mes propres chèques de paie, le corrigeai-je. Vous ne pouvez pas vendre mon avenir et garder mon inventaire. Gégé, il perdait le contrôle, son récit s'effondrait. Tu vis sous mon toit. Ça en fait ma propriété. C'est la loi. Vraiment? Une nouvelle voix traversa l'attention. Une Mercedes noire s'était garée silencieusement dans l'allée. Un homme dans un costume impeccable en sortit. C'était John Henderson. Il avait l'air calme, posé et absolument impitoyable. Monsieur Arthur, demanda Henderson, bien que ce ne soit pas une question. Oui, dit mon père, gonflant sa poitrine, sentant un allié potentiel. Cette fille, ma fille, elle a volé monsieur Arthur, interrompit Henderson, sa voix comme de l'acier enveloppé de soie. Je m'appelle John Henderson. Vous avez visité ma salle d'exposition hier. Vous m'avez vendu une collection d'outils de luthier. Un éclair de panique traversa le visage d'Arthur. Ça ne se passait pas comme prévu. C'est vrai, une belle collection. Ma fille, comme je l'ai dit, a abandonné ce passe-temps. C'est intéressant, dit Henderson, faisant un pas de plus, parce que Mia ici est l'une des apprenties les plus prometteuses de l'État, et son patron, Patrick, est mon plus vieil ami. Ce qui est également intéressant, c'est que la collection que vous m'avez vendue contenait plusieurs outils anciens qui appartenaient au grand-père de Mia, ce qu'elle peut prouver, et elle contenait également une ponceuse à $1200 qui appartient à Patrick, ce qu'il peut également prouver. Arthur devint d'un gris pâle. Vous m'avez menti, monsieur Arthur, dit Henderson, sa voix dangereusement agréable. Vous êtes venu dans mon établissement commercial et vous m'avez vendu des biens volés. C'est de la fraude. C'est un crime. Le premier réflexe de mon père fut de s'en prendre, non pas à Henderson, mais à moi. Tu m'as piégé, cria-t-il, en me pointant du doigt. C'est de ta faute. Tu essaies de me ruiner. Vous avez fait du bon travail vous-même, dit Patrick, croisant les bras. Gégé vais rendre l'argent, balbutia Arthur, regardant Henderson. C'est un malentendu, une affaire de famille. Nous avons dépassé le stade du malentendu, dit Henderson. Je vous ai payé $25 000 pour cette collection, dont je découvre maintenant qu'elle vaut près du double, ce qui signifie que vous êtes aussi stupide que criminel. Mais je ne suis pas un homme qui aime les complications. Je veux mes $25 000 en retour. Maintenant. Gégé ne peut pas, dit Arthur, les yeux écarquillés. C'est dans le fonds familial. C'est pour les frais de scolarité de mon fils. C'est déjà affecté. Ça ressemble, dit Henderson, sortant son téléphone, à ton problème. Moi, en revanche, je suis sur le point d'avoir une solution et j'appelle la police. Point. Non, cria Arthur. La panique était réelle maintenant. Pas de police, s'il vous plaît. J'ai besoin de passer un appel. Je peux le déplacer. J'ai juste besoin d'une journée. Henderson regarda Patrick. Patrick me regarda. Il n'a pas droit à une journée, dis-je, ma voix tremblant mais ferme. Je n'ai pas eu droit à une journée. Je n'ai même pas eu droit à un avertissement. Vous le remboursez. Vous le remboursez tout de suite. Mon père me regarda, les yeux remplis d'une haine si pure qu'elle me coupa le souffle. Il avait été acculé. Le patriarche, l'homme aux commandes, avait été piégé par son propre petit vol. Très bien, siffla-t-il, sortant son téléphone et ouvrant son application bancaire. Ses mains tremblaient tellement qu'il pouvait à peine taper. Tu as ruiné cette famille, Mia. J'espère que tu es contente. Tu viens de voler l'avenir de ton frère. L'ironie était si forte que je faillis m'étouffer. Non,
Papa, dis-je alors qu'il transférait furieusement les fonds. Je viens de sauver le mien. Les 25 000 $ disparurent du compte de mon père avec un swatch numérique. Le téléphone de John Henderson émit un ping. Il le vérifia, acquiesça une fois et le remit dans sa poche. Un plaisir de faire affaire avec vous, Arthur, dit-il, son ton dégoulinant de sarcasme. Les outils seront livrés à cette adresse. Il fit un geste vers l'atelier de Patrick. Dans l'heure. Si jamais, et je veux dire jamais, vous remettez les pieds dans ma salle d'exposition, je vous ferai arrêter pour intrusion. Il fit un signe de tête polie à Patrick et à moi, monta dans sa Mercedes et partit. Mon père se tenait dans l'allée de gravier, vibrant d'une rage impuissante que je n'avais jamais vue. C'était une brute dégonflée, son autorité réduite à néant. Il ouvrit la bouche, probablement pour lâcher une dernière salve d'insultes blessantes. Je levai simplement la main. Ne le faites pas, dis-je. Ne dites pas un mot de plus. Montez dans votre voiture et rentrez chez vous. Mia, tu ne comprends pas ce que tu as fait, murmura-t-il, sa voix tremblant. C'était qu'était tout. C'était tout le semestre de Miles. Et les 25 000 $ que vous avez reçus pour mes outils étaient tout mon avenir, rétorquai-je. Nous ne sommes pas les mêmes. Vous avez fait ça pour me donner une leçon. Eh bien, leçon apprise. Maintenant, quittez la propriété de Patrick. Il me fixa, un étranger. La fille qu'il pensait pouvoir écraser avait disparu. À sa place, il y avait quelqu'un qu'il ne reconnaissait pas, et plus important encore, quelqu'un qu'il ne pouvait pas contrôler. Il monta dans sa voiture, claqua la porte et partit en trombe, soulevant un nuage de poussière. Quand il fut parti, mes genoux finirent par céder. Patrick m'attrapa. Je t'ai, Mia. C'est fini. Il l'a vraiment fait, murmurai-je, la réalité s'installant. Il a tout vendu. Il l'a fait, dit Patrick, me guidant dans l'atelier. Mais nous allons tout récupérer. Et plus important encore, tu es libre. Le reste de la journée fut flou. Le camion de livraison d'Henderson arriva. Mes outils, mes établis, la précieuse mallette en bois de mon grand-père. Tout était là. J'ai passé des heures à les toucher, à faire l'inventaire, des larmes de soulagement coulant sur mon visage. Rien n'était cassé. Rien ne manquait. Mais les véritables retombées ne faisaient que commencer. Mon téléphone, qui était resté silencieux pendant la confrontation, explosa. Cette fois, ce n'était pas ma mère. C'était Miles. Je répondis, le mettant sur haut-parleur. « Qu'est-ce que tu as fait ?» rugit-il, sa voix craquant de panique. « Qu'est-ce que tu as fait, Mia ?» J'ai récupéré mes outils, Miles, dis-je calmement, en polissant un ciseau. Mes frais de scolarité, le paiement a été refusé. Tout le fonds familial est vide. Papa a dit que tu l'avais piégé. Tu l'as fait arrêter. Je ne l'ai pas fait arrêter, bien que j'aurais pu le faire, dis-je. Il a été forcé de rendre l'argent qu'il m'a volé. Il a vendu ma propriété à un concessionnaire légitime sous de faux prétextes. Ça s'appelle de la fraude, Miles. Tu es étudiant en droit. Tu devrais le savoir. Mais c'était mon argent, balbutia-t-il. C'était pour mon avenir. Tu m'as ruiné. Je vais être renvoyé. Tout ça pour tes stupides guitares. Voilà. Le sentiment d'avoir droit à tout, brut et exposé. La conviction que son avenir était le seul qui comptait, que le mien n'était qu'un passe-temps qui pouvait être liquidé pour sa commodité. Mes stupides guitares sont ma vie, Miles, dis-je, ma voix se durcissant. Une vie que je construis pendant que tu te laisses porter. Tu veux un avenir ? Va te trouver un travail. J'en ai eu 2 depuis que j'ai 16 ans. Tu peux commencer par vendre cet ordinateur portable que j'ai payé. GG, il était sans voix. L'idée qu'il travaille était si étrangère, si offensante qu'elle avait court-circuité son cerveau. Au revoir, Miles, dis-je. Mia, attends. Ne raccroche pas. Tu dois réparer ça. Parle à papa. Dis-lui de vendre autre chose. Vends ton bois. Ça vaut de l'argent, non ? Papa a dit que tu avais volé tout son bois. Je raccrochai. Je bloquai son numéro. Puis je bloquai celui de ma mère. Et enfin, je bloquai celui de mon père. Le silence dans l'atelier était absolu. Il n'y avait que moi, mes outils et l'odeur du bois. Mais le combat n'était pas tout à fait terminé.
Ce soir-là, alors que Patrick et moi étions en train de fermer, la voiture de ma mère s'engagea dans l'allée. Elle sortit, l'air fragile et terrifié. Je l'attendis à la porte, bloquant son entrée. « Mia, s'il te plaît, » implora TL, les yeux rouges d'avoir pleuré. « Tu dois rentrer à la maison. Ton père, c'est un homme brisé. Miles est hors de lui. Il s'est enfermé dans sa chambre. Ça nous déchire. » « Ce n'est pas ça qui vous déchire, maman, dis-je, le cœur serré par une tristesse plus profonde que la colère. C'est déchiré depuis des années. J'ai juste arrêté de vous laisser tout recoudre avec des morceaux de moi. Mais c'est ton père, cria-t-elle comme si ça expliquait tout. Il t'aime. Il fait juste des erreurs. Il est pragmatique. C'est tout. Il ne comprenait pas. Il ne voulait pas comprendre, dis-je. Il a compris que j'avais quelque chose de valeur et il l'a pris. Et tu es resté là à le laisser faire. Tu m'as dit d'être gentil et de ne pas faire de scène pendant qu'il vendait l'héritage de mon grand-père. Gégé ne savait pas, murmura-t-elle. Tu n'as pas demandé, la corrigeai-je. Tu n'as jamais demandé. Tu m'as juste dit de me taire et de penser à Miles. J'en ai fini de penser à Miles. J'en ai fini de me taire. Qu'est-ce qu'on va faire, pleura-t-elle. Miles est déscolarisé. Ton père? Il a tellement honte. Il ne peut affronter personne. Ce n'est plus mon problème, maman, dis-je. C'était la phrase la plus difficile que j'ai jamais prononcée. Vous devez tous trouver comment vivre sans moi comme fonds d'urgence. Je suis sûr que Miles fera un excellent avocat s'il peut trouver comment payer pour ça. Peut-être que papa peut vendre ses clubs de golf. Elle tressaillit comme si je l'avais frappée. Apparemment, c'était une limite à ne pas franchir. Tu as changé, Mia, dit-elle, sa voix devenant froide. Tu es devenue dure. Non, maman, dis-je, la regardant droit dans les yeux. Je ne suis pas dure. Je suis juste enfin fini. Au revoir. Je fermai la porte de l'atelier, tournai le verrou et m'éloignai, la laissant seule dans l'allée. Une semaine passa. Ce fut la semaine la plus paisible de ma vie. J'ai déménagé mes affaires dans l'appartement au-dessus de l'atelier. Patrick, voyant ma motivation et ma concentration renouvelée, m'a officiellement promu d'apprenti à luthier junior avec une augmentation de salaire correspondante. Pour la première fois, je respirais un air qui n'était pas lourd de ressentiment et d'obligation. Ma famille, cependant, était en train d'imploser. Je le savais parce que Patrick avait un ami qui était membre du club de golf de mes parents. Les ragots étaient apparemment spectaculaires. Arthur n'avait pas été vu au club depuis des jours. Miles, disait-on, avait été forcé d'abandonner ses études de droit pour le semestre et travaillait, à l'horreur de toute la communauté, comme barista. Le fonds familial n'était pas seulement vide, il était à découvert. Les 25 000 $ qu'Arthur avait été forcé de rendre étaient, il s'est avéré, les derniers de leurs économies liquides. La vente de mes outils avait été un acte de pur désespoir, une dernière prise de fonds non éthique pour maintenir l'illusion de la famille parfaite à flot. Je ressentis un pincement de quelque chose, pas de la culpabilité, mais une tristesse profonde et vide. Ils s'étaient détruits eux-mêmes. Le point culminant ne s'est pas produit lors d'une confrontation publique. C'était quelque chose de beaucoup plus silencieux et, à sa manière, beaucoup plus dévastateur. C'était un samedi. J'étais dans l'atelier en train d'esquisser un nouveau modèle de guitare, utilisant enfin le palissandre brésilien que j'avais si longtemps gardé. La cloche de la porte d'entrée tinta. Je levai les yeux et mon cœur s'arrêta. C'était Miles. Il avait l'air terrible. Ses cheveux coûteux et coiffés étaient en désordre. Il portait son nouvel uniforme de barista, un polo vert maladif avec une tache de café sur le col. Il avait l'air fatigué et, pour la première fois de sa vie, petit. Mia, dit-il. Il ne semblait pas en colère. Il semblait juste vide. Miles, dis-je, posant mon crayon. Tu ne devrais pas être ici. Je sais. Patrick m'a laissé entrer. Il est dehors. Il regarda autour de l'atelier les rangées d'outils accrochés proprement au mur, les magnifiques instruments à différents stades d'achèvement. Ce STC est vraiment incroyable. C'est l'œuvre de ma vie, dis-je simplement. Il hocha la tête, passant une main dans ses cheveux. Gégé ne comprenait pas. Je pensais juste. Je ne sais pas ce que je pensais. Je savais juste que j'avais un chemin, et tu étais. Tu étais juste là.
Je n'étais jamais juste là, Miles, dis-je. Je travaillais plus dur que toi la plupart des jours. Je vois ça maintenant, dit-il. Il baissa les yeux sur ses propres mains, douces et sans marque, puis sur les miennes, qui étaient couvertes de callosités et de petites entailles. Je suis désolé, Mia. Je le fixais. J'avais été préparé à plus de cris, à plus d'exigences, à plus de droit à tout. Je n'avais jamais, en 20 ans, été préparé à des excuses. Je suis désolé, dit-il à nouveau, et cette fois sa voix se brisa. J'étais un idiot. J'étais un idiot gâté et privilégié. J'ai juste pris, et je n'ai même jamais vu ce que tu abandonnais. Je ne t'ai jamais vu. Des larmes roulaient sur son visage. Et ce n'étaient pas les larmes de crocodile d'un enfant qui s'était fait prendre. Elles étaient réelles. Quand le paiement des frais de scolarité a été rejeté, continua-t-il, j'ai pensé que ma vie était finie. Je t'ai crié dessus. J'ai crié sur papa. J'ai crié sur maman. Et puis papa a fini par me le dire. T'as dit quoi? Tout. Que le fonds familial n'était pas un fonds. C'était juste son chèque de paie et ton chèque de paie. Qu'il avait couvert mon loyer, mes paiements de voiture, mes notes de bar, tout. Qu'il avait encaissé son propre plan de retraite il y a 2 ans pour me garder à l'école. Il allait perdre la maison. L'air quitta mes poumons. Perdre la maison? Il a vendu tes outils parce que la banque allait entamer une procédure de saisie le mois prochain, murmura Miles. Il avait besoin de 25 000 $, pas pour mes frais de scolarité, pour l'hypothèque. Il avait menti. Il avait menti à Henderson. Il avait menti à Miles. Et il m'avait menti. Il avait utilisé les frais de scolarité de Miles comme couverture pour cacher son propre échec catastrophique. Il avait sacrifié mon avenir non pas pour celui de son fils, mais pour cacher sa propre honte. GG. Miles sanglotait maintenant, un vrai et les sanglots. J'ai été un tel imbécile. Je lui ai dit. Je lui ai dit qu'il devait réparer ça. Il devait te le dire. La cloche tinta à nouveau. Mon père entra. Il avait l'air 10 ans plus vieux. Ses épaules étaient affaissées, son visage cendré. Ce n'était pas le patriarche rugissant. C'était juste un petit homme vaincu. Il me regarda Miles, puis regarda le sol. Il a raison, Mia, dit Arthur, sa voix à peine audible. C'était pour la maison. J'ai tout gâché. J'étais tellement obsédé par la réussite de Miles, par le fait d'avoir l'air réussi, que je nous ai ruinés, et je t'ai violé de la pire façon. Il fouilla dans la poche de sa veste. Il en sortit un petit sac de velours. Je n'ai pas pu tout récupérer, dit-il. Le concessionnaire. Il avait déjà vendu ça. J'ai dû le racheter au nouveau propriétaire. J'ai dû vendre ma voiture. Il versa le contenu dans sa paume. C'étaient les outils de mon grand-père, les petits ciseaux usés à la main, les rabots à rayonner. Je suis tellement désolé, Mia, dit-il, les tendant. Sa main tremblait. Ce n'est pas suffisant, mais c'est ce que j'ai pu faire. Je regardais les outils. Je regardais mon frère, qui me regardait avec un air d'espoir désespéré. Je regardais mon père, un homme qui avait bâti toute son identité sur la fierté et qui se tenait maintenant devant moi, complètement brisé. C'était le point culminant, pas une humiliation publique, mais une confession privée et dévastatrice. Le fonds familial était un mensonge. L'enfant prodige était un accessoire, et l'homme pragmatique était une fraude. Je pris une profonde inspiration. J'avançai et je pris les outils de sa main. Mes doigts se refermèrent sur les manches en bois familiers des outils de mon grand-père. Ils étaient chauds, comme un morceau de mon passé retrouvé. Merci, dis-je. Ma voix était calme, mais elle résonnait dans l'atelier silencieux. Arthur sembla rétrécir. Mia, commença-t-il, je vais te rembourser les 25 000 $. Je vais prendre un deuxième emploi. Les nuits. Papa, dit Miles, essuyant son visage. Arrête. Il me regarda. Nous ne sommes pas ici pour demander quoi que ce soit. Nous avons juste il devait rendre ses outils. Et je devais m'excuser. Je les regardais tous les deux.
L'homme qui m'avait presque détruite et le garçon qui l'avait soutenu. Ils étaient différents. L'arrogance avait disparu, remplacée par une détermination brute, une humilité. Ce n'était pas un moment de conte de fées. Une vie de ressentiment et de trahison ne pouvait pas être effacée par une seule excuse. La confiance n'était pas seulement brisée, elle était pulvérisée. Je suis contente que tu travailles, Miles, dis-je, me tournant vers lui. Je ne vais pas retourner à l'école de droit. Pas avant un certain temps. Je vais au collège communautaire pour la comptabilité. J'ai besoin d'apprendre comment l'argent fonctionne réellement. Je hochai la tête, une étincelle de respect sincère. C'est un bon plan. Je me tournai vers mon père. Tu as vendu mes outils. Tu m'as menti. Tu as menti à Miles. Tu as presque perdu ta maison. Et tu allais nous laisser croire, à Miles et à moi, que c'était de sa faute. Tout ça pour protéger ta fierté. Il tressaillit, mais il hocha la tête. Oui, c'est la vérité. Je ne peux pas te pardonner pour ça, dis-je. Pas aujourd'hui. Peut-être jamais. Je ne sais pas. Je comprends, murmura-t-il, regardant le sol. Mais, continuai-je, vous êtes toujours ma famille. Et vous êtes? Vous êtes un gâchis. Je pris une profonde inspiration. C'était la partie la plus difficile. Je ne vous laisserai pas perdre la maison. Ils levèrent tous les deux les yeux, choqués. Je ne vous donne pas d'argent, dis-je rapidement, levant une main. Je ne suis pas le fonds familial, mais le bois que j'ai pris dans le cabanon. Il vaut beaucoup d'argent. Je me dirigeai vers la pile de palissandres brésiliens. Ce bois, c'est trop pour moi. Je ne suis pas prête pour ça. Mais John Henderson, il l'achètera. Il paiera le prix fort. Mia, non, dit Arthur. C'est à toi. Nous ne pouvons pas. Je ne peux plus rien prendre de toi. Vous ne le prenez pas, dis-je. Je le vends, et je vais vous faire un prêt formel et légal avec un taux d'intérêt. Miles, avec tes nouvelles compétences en comptabilité, tu peux rédiger les papiers. Vous me rembourserez $500 par mois pendant les 10 prochaines années. Miles me fixa, son esprit faisant clairement le calcul. Mia, c'est plus que juste. C'est généreux. Ce n'est pas généreux, dis-je. C'est pratique. C'est du business. C'est la seule façon dont cette famille peut jamais avancer sur la vérité et sur les contrats. Mon père me regarda, et pour la première fois, je pense qu'il me vit vraiment, non pas comme son projet raté, mais comme un adulte, comme une professionnelle. D'accord, Mia, dit-il, sa voix chargée d'émotion. D'accord, business. Je peux faire ça. Ils partirent peu après. Miles promit de m'envoyer un brouillon de l'accord de prêt par courriel. Mon père me lança un dernier regard hanté et sortit par la porte. Le lendemain, je vendis le palissandre à Henderson. Il me donna un prix phénoménal. Je transférai les fonds sur le compte hypothécaire de mon père, et la saisie fut arrêtée. Ce soir-là, je reçus un PDF méticuleusement détaillé dans mon courriel. Contrat de prêt, Arthur nom de famille et Miles nom de famille, Mia nom de famille. Ce n'était pas une réconciliation, pas une complète. Je ne retournai pas au dîner du dimanche. Je n'appelais pas ma mère pour faire comme si tout était normal, mais c'était un début. Miles et moi avons commencé à nous envoyer des textos, pas sur le passé, mais sur ses cours de comptabilité. Mon père m'envoya un seul texto un mois plus tard, paiement envoyé. Merci. Ma vie était à l'atelier de Patrick maintenant. J'avais mon propre appartement, mon propre travail, mon propre avenir. Mes outils étaient de retour à leur place, et les ciseaux de mon grand-père étaient parfaits dans ma main. Je construisais une guitare, ma première commande officielle en tant que luthier junior. Elle était faite d'érable ondé et d'épicéa, et je savais, en passant ma main sur la courbe lisse et poncée, qu'elle allait chanter. J'avais perdu l'illusion de la famille parfaite, mais j'avais gagné quelque chose de bien plus précieux. Je m'étais gagné moi-même.